Yo, troisième partie du coup. Et dernière, j'espère. Et vite. Le respect, c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les identités du monde d'hier, mais c'est pour toutes celles qui prétendent se constituer en faisant son procès. Je suis tombé récemment dans un livre de Chantal Delsol sur cette citation de Machiavel. Tout se passe comme si certains peuples désiraient leur propre ruine. Alors vous êtes, on l'a dit, indépendantiste québécois. Désolé que le Québec n'ait jamais su se saisir de son indépendance, jamais pu. Quel effet ça vous fait de voir des pays comme le nôtre, théoriquement indépendants, se dessaisir quasiment spontanément de leur souveraineté? Et comment est-ce que vous l'expliquez? L'épuisement du XXe siècle. Je crois que fondamentalement, les deux guerres mondiales ont dévitalisé profondément la civilisation européenne, qui en est... C'est de la psychologie comptoir là. Ça, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Le monde évolue et c'est pas parce que il ne change pas comme vous le souhaitez que c'est une mauvaise chose. à douter de sa légitimité, de son génie. Alors on comprend l'horreur absolue inspirée par le nazisme, qui ne serait pas absolument horrifié par le nazisme. Ce qu'on oublie quelquefois, c'est que c'est au nom de valeurs proprement européennes, de principes européens, de patrimoine européen qu'on l'a combattu aussi. Comme je viens de dire, De Gaulle n'était pas un prix 68 tard en culotte courte. Churchill... Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les gens pensent faire le bien. Tout le monde pense faire le bien. Les nazis pensaient faire le bien. Et si vous voyez la chose de cette façon, vous dites, si les nazis pensaient faire le bien, est-ce que moi, est-ce que ce que je pense, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que je ne nuis pas les libertés d'autrui? Et donc c'est très important de se remettre en question parce que tout le monde a envie de rendre les choses meilleures. Mais est-ce que nos convictions le font vraiment? Voilà. Donc la remise en question, c'est quelque chose vraiment de fondamental. n'était pas un pré-woke en lutte contre Hitler. Non, c'était des patriotes à l'ancienne. C'était des gens d'un courage immense. La résistance allemande à Hitler, on pense souvent au complot de Stauffenberg et ainsi de suite. Oui, alors ça c'est la résistance catholique, mais Stauffenberg c'est un cas très particulier. C'est que c'est une résistance étudiante, mais avec Stauffenberg, c'est que le type était objectivement un vrai réactionnaire dans son cas. Mais c'est au nom de sa conception de la chrétienté, tout ça, de la Sainte Allemagne, mais qui a voulu assassiner Hitler. Donc, je pense qu'on a... Non. Ça y est, vous emparez... Oui, les vrais résistants, c'était pas des woke. Putain, arrêtez les gars, arrêtez d'utiliser des personnes qui ont œuvré pour la résistance. Arrêtez de manipuler l'histoire pour que vous soyez au final les gentils. C'est ridicule. Non seulement il y a l'épuisement existentielle, la dévitalisation liée à cette espèce de guerre civile européenne. Bon. Ensuite, il y a l'effet de l'idéologisation des rapports sociaux. Ça, on pourrait dire, c'est l'effet du communisme et ses différents effets, c'est-à-dire des sociétés de plus en plus bureaucratisées, de plus en plus encadrées par des systèmes, mais pas normatifs au sens anthropologique, mais une prétention à la gestion intégrale de tous les domaines de l'existence, la technocratisation intégrale de l'existence. Ensuite, le doute sur la propre légitimité, ça c'est l'héritage de la contre-culture, ensuite des années qui commence intellectuellement dans les années 50, mais c'est vraiment 60, 70, qui s'institutionnalise ensuite dans les années 80, dans l'université américaine, mais aussi dans l'université française, la fameuse déconstruction. C'est-à-dire on en vient à déconstruire la légitimité de tous les fondements de notre civilisation, et l'héritage ne peut être reçu désormais que pour être examiné de manière si critique qu'on ne s'y intéresse que pour le rejeter. Hein? C'est le type de mémoire de maîtrise à l'université, Stendhal et la discrimination homophobe, Proust et la transphobie, bon, et ainsi de suite. Donc là, où je vois le racisme chez Flaubert. Donc là, on a ce tout. Juste, c'est lourd. C'est ridicule, enfin, bref. Je sais pas si des universités le font, etc. Mais bref, c'est des époques du passé avec des cultures, des choses différentes. Et ça n'a pas vraiment de sens d'avoir une critique avec notre œil actuel. Bref, enfin bref. Mais bon, faut arrêter, la gauche ne cherche pas à tout déconstruire. Non, non, non. Et la science continue, et puis voilà, enfin, la science, ça date pas d'hier, quoi. C'est depuis la préhistoire, l'Antiquité, on fait un peu de la science, quoi. Et donc, on essaye de garder le patrimoine et voilà, les connaissances qui nous servent et qui sont pas... Voilà, qui ne poussent pas, qui n'ont pas des discours de haine. Le problème, il faut arrêter de penser que du coup la gauche voudrait tout déconstruire et tout remodeler à son image. Non, on essaie juste de changer les choses qui vont mal en fait. Et on garde les choses qui vont bien. À un moment. Et je comprends pas, toutes ces personnes sont en mode oui, la gauche déconstruit tout. Mais prouvez-le au moins, sérieux. Vous faites des accusations comme ça dans le vent, c'est mignon, mais bon. Au bout d'un moment, faut bouger aussi. Hein.
Je dis pas que tous nos changements sont bons. Non, loin de là. Mais au bout d'un moment, quand on fait rien, bah, il se passe rien. Incroyable. Tourne vers les œuvres que pour les maudire, non plus pour les admirer, non plus pour mieux nous connaître à travers elles. Il y a une belle formule d'Alain Finkielkraut que je cite depuis. Admirer des œuvres, juste parce que ça n'a aucun sens. Juste, il faut savoir les critiquer et puis. Enfin, quand je parle de critique, on peut voir bah, qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau littéraire, ça peut nous apprendre plus bah, sur l'histoire, la morale de l'époque, etc. C'est surtout pour avoir de meilleures connaissances de cette partie de l'histoire. Et juste les idolâtrer pour les idolâtrer, ça n'a aucun sens. Faut que je sois arrêté. Je l'ai lu la première fois en 99, on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres qu'on s'éduque à la liberté. Mais puisqu'on est dans une société qui voit dans les œuvres, dans la culture, dans les traditions, tout autant de préjugés qu'il faut déconstruire pour retrouver son authenticité intérieure, sa vérité enfouie, inaltérée, sa vérité antérieure à toute socialisation, mon vrai moi. Là. Bon, cette idée-là, mais dès lors, toute forme de culture est agression sur soi-même, toute forme de norme et de tradition, c'est à condamner. On n'en veut pas parce que ça altérait mon authenticité intérieure. Non. Juste, c'est juste un homme de paille, c'est juste risible. Tu nous fais dire des trucs qu'on dit pas en fait, on n'a rien contre la culture. Mais ça c'est... Enfin, au bout d'un moment, faut voir la culture, bah... Oui, c'est bien d'avoir un aspect critique sur nos connaissances, etc. Et voir ce qu'on peut en déduire. Bah, les œuvres, bah oui, on les étudie, et on voit bah, comment, à cette époque, on pensait, quelles étaient plutôt les normes, etc. C'est des connaissances qu'on cherche à avoir. Si c'est juste idolâtrer notre passé parce que c'est notre passé, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de voir ce qui s'est passé dans notre passé, ce qu'on a fait de mal pour qu'on le reproduise pas. Et pas juste le vénérer parce que c'est notre passé et puis basta, ça n'a aucun intérêt. Il faut trouver un juste mesure, on n'est pas du genre du tout, il n'y a pas deux choix, c'est pas juste idolâtrer le passé ou le virer. Notre passé, bah voilà, il est là, c'est con de le rejeter, mais c'est con de non plus l'idolâtrer, il faut le comprendre, etc. Ça fait partie de ces étudiants qui m'ont déjà dit, servi à quelques reprises assez souvent pour que ça veut dire quelque chose. Monsieur, je préfère ne pas lire, je préfère penser par moi-même. Ok, bon, on est mal parti. Donc, je pense que tout ça. Waouh, donc t'as quelques étudiants qui t'ont dit des conneries, trop cool, waouh, impressionnant. Et donc, tu fais quoi? Des honneurs par association? Du coup, tu penses que tout le monde pense comme ça? Super. Non, enfin, c'est très important de lire pour justement avoir accès à d'autres opinions. Et c'est en se confrontant avec diverses opinions que la nôtre se bouge et se forme pour après avoir une espèce de maturation. Et plus on a de débats avec de personnes qui sont différentes et avec des avis différents, et plus on va pouvoir se forger des opinions différentes et avoir un point de vue plus global. C'est ça qui est important. Le but, c'est pas de lire un livre et dire « Ah, bah c'est la vérité !» Non, c'est de lire un livre, comprendre ce qui est écrit, voir est-ce qu'on est d'accord avec ce qui est écrit, essayer de voir aussi avec d'autres livres qu'est-ce qu'ils en disent, par exemple sur le même sujet, parce que je sais pas ce que font... Bref, mais c'est important, par exemple, quand vous voulez vous intéresser à un sujet, bah vous lisez pas qu'un livre, vous essayez de voir différentes opinions sur le sujet pour essayer d'avoir un ensemble à peu près représentatif et ne pas avoir qu'un son de cloche. Parce qu'avec un son de cloche, bah du coup, votre point de vue sur un sujet va être biaisé. Donc le but, c'est de justement multiplier les lectures, qui peuvent être scientifiques ou bien peu importe, mais pour avoir un point de vue global, et après, une fois qu'on a tous les éléments qu'on a, toutes les connaissances, on peut enfin se forger une opinion. Dit l'épuisement lié aux deux guerres mondiales, les effets du communisme et donc de l'idéologisation de l'existence, donc plus largement de système progressiste, la technocratisation de l'existence, la remise en question du principe même de transmission culturelle liée à la contre-culture et à ses suites, son institutionnalisation académique qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'université quelquefois a un lieu qui se définit contre la culture. On pourrait dire aussi quelquefois l'absorption du débat politique par le système médiatique qui en vient justement à qui fonctionne, celui-là vraiment la théâtralisation permanente de l'existence et qui, les conditions pour être expulsé du débat public sont beaucoup, je veux dire, on est beaucoup plus facilement expulsé du débat public aujourd'hui qu'hier parce que, justement, la capacité à transformer en infréquentable est très très forte. Le système médiatique est une vraie machine, quelquefois, à transformer en machine à déchéance de citoyenneté ceux qui pensent mal. Donc tout ça... Je pense pas que ça soit dû à la gauche, c'est malheureusement dû à Internet, en fait. Ou en fait, bah... que malheureusement... beaucoup de personnes sur Internet pensent pouvoir faire un peu justice eux-mêmes et pouvoir donner des jugements comme ça sur des personnes, voilà. Et donc oui, malheureusement, bah, la cancel culture est un peu un principe inhérent, non pas à une forme de wokisme, mais plutôt à
Internet, où du coup des personnes qui n'avaient aucune autorité se retrouvent à pouvoir, du jour au lendemain, pouvoir décider si une personnalité mérite d'être médiatisée ou non. Et malheureusement, on se rend compte, au bout d'un moment, des fois, il suffit de donner un peu de pouvoir à certains et ils s'en perdent les pédales, quoi. Donc bon, la cancel culture est un vrai problème. Mais il faut pas non plus dire à chaque fois, oui, c'est la gauche, non. Au bout d'un moment, il est normal que si vous dites des choses qui sont problématiques et qui nuisent à des personnes, c'est normal qu'il y ait des répercussions, que vous soyez jugé et que voilà, vous ayez des sanctions, une amende, etc. Que vous soyez cancel, non, ça n'a aucun sens. Mais c'est normal que si vous dites de la merde, qu'il y ait des répercussions. C'est comme, c'est pareil qu'avec les actions, quoi. Si vous tapez quelqu'un, c'est normal que vous ayez une... Voilà, si vous blessez quelqu'un avec un couteau, ou je sais pas, ou si vous tuez quelqu'un, c'est normal qu'il y ait un jugement et que vous soyez, du coup, que vous ayez emprisonné, etc. Avec la parole, c'est pareil. Fait en sorte que nos sociétés, que les peuples de la vieille Europe veulent quelquefois se dessaisir d'eux-mêmes. Comme si d'une certaine manière, à l'échelle de l'histoire du monde, le moment de l'Europe était terminé. Le moment de l'Europe, c'était... Elle n'y est plus. Elle doit simplement gérer sa décadence. L'œuvre de Michel Houellebecq, j'ai pas lu son dernier livre pour l'instant, Anéantir. Mais tous les autres, c'est un examen de l'épuisement de la civilisation européenne. Je veux dire, dans plateforme, je perds le premier genre, extension du domaine de la lutte. Ensuite, les particules élémentaires, plateforme, soumission. Chaque fois, c'est une nouvelle. La carte des territoires, c'est toujours une nouvelle manière d'explorer cette perte du goût de vivre des Européens. La soumission à l'islam. Dans soumission, la transformation en parc d'attraction universelle dans la carte. Soumission à l'islam. C'est ridicule. Le territoire, la fuite dans le tourisme sexuel dans plateforme, la fuite dans une forme d'hédonisme insignifiant, mais aussi une forme de mutation de l'humanité dans la possibilité d'une île, une mutation anthropologique et dans les particules élémentaires. Donc c'est le portrait, c'est le génie de Houellebecq, c'est d'avoir saisi ce désir de mort qui nous hante en quelque sorte. C'est pas sans intérêt, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui en appellent à la résistance contre ce sentiment de décadence sont quelquefois présentés comme des, on va prendre un mot de circonstance, des emmerdeurs finis dont on ne veut plus entendre parler parce qu'ils nous empêchent de nous assoupir. Il y a cette chanson dans Starmania, vous savez, l'opéra rock de Plamondon, qui dit « Je voudrais seulement me coucher et me laisser mourir ». C'est à peu près comme ça. Je pense qu'on en a un peu là, c'est la serveuse automate. On voudrait seulement se coucher et se laisser mourir comme civilisation. C'est pas le cas de tout le monde, te l'a dit. Non, non et non. Toujours un détail, c'est lui. Il arrive que des minorités résistantes soient capables de tenir l'honneur, de garder la flamme vivante et de créer les conditions pour que la Renaissance advienne quelques décennies plus tard. Alors, par ailleurs, cette... La Renaissance. Ce désir de mort rejoint un autre phénomène qui est les conséquences de ce que vous avez appelé, dans le cas particulier du Québec, le coup d'état démographique, et ce qui prend la forme chez nous d'une immigration massive. Alors qu'est-ce qui est premier dans ces deux phénomènes? Est-ce que nos civilisations sont plutôt victimes d'un suicide ou d'une invasion finalement? Est-ce que vous avez un peu d'empathie en fait? De toute façon, l'immigration avec la mondialisation, ça va se faire de plus en plus, et malheureusement, la plupart des immigrés partent de leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont pas tenables, des fois il y a la guerre, etc. Donc au bout d'un moment, il y a des gens qui arrivent et qui ont besoin de soutien. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les aider, c'est vrai que ça peut être compliqué, des fois il y a un peu trop de personnes, bref. Mais juste dire « Oh là là, c'est des étrangers, il faut pas les mettre sur le territoire » ou « Oh là là, ils vont nuire à notre sainte souveraineté européenne », ça c'est du racisme. Je ne comprends même pas pourquoi. Juste mettez-vous à la place. Imaginez-vous, en fait, vous êtes dans un pays, voilà, où vous n'avez pas le choix, en fait. Soit vous fuyez, soit vous êtes tué par la guerre. Donc au bout d'un moment, vous allez dans un pays, et là il y a des qui vous disent « Non, vous jartez. Ah, on vous aime pas. » Juste, mettez-vous à la place des autres, bordel. C'est pas compliqué de se dire « Oh là là, peut-être qu'il faudrait aider ces personnes qui se viennent dans le besoin. » Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a 2-3 hurluberlus qui vont peut-être faire chier par la suite qu'il faut condamner le reste des immigrés. Faut arrêter avec ça. Et c'est quoi le problème avec le métissage? Au bout d'un moment, faut arrêter de nous penser comme une lignée incroyable. Non, on est juste tous des êtres humains, on essaie tous de se démerder en tant que tels, voilà. Et faut arrêter de se dire,
C'est lunaire de se dire limite, oui, notre lignée européenne. Enfin, c'est pire quand on voit des trucs, par exemple, Papacito, ils disent, oh là là, il faut pas qu'il y ait un métissage, sinon on va perdre notre fameux code génétique. Putain, c'est quoi cette théorie? Enfin, là, ça s'appelle de l'eugénisme, mais c'est juste une théorie raciste. Ça, l'eugénisme, c'est les nazis qui faisaient ça, qui disaient, oui, nous, il y a la race des Aryens, et on veut pas se mélanger aux autres. C'est ça, l'eugénisme. Et on peut le retrouver chez des propos, même chez Papacito, voire d'autres personnes d'extrême droite. Et c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Faut arrêter de se penser que... déjà, toutes les personnes européennes sont toutes blanches. Faut arrêter. Et puis, putain, enfin, au bout d'un moment, le monde bouge et change. Voilà. Et l'Europe d'il y a 100 ans, c'est pas la même que l'Europe d'il y a 300 ans. Parce que ça change tout le temps et voilà, ça bouge, etc. Les peuples se façonnent, se font, se changent, etc. Faut arrêter. Je dirais sur la question de l'immigration. On dirait juste des personnes qui ont peur du changement et qui font non, 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 des choses vont bouger. Non, non, juste arrêtez. Au bout d'un moment, si vous voulez juste vivre dans une grotte... C'est la question classique de l'assimilation. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'immigration, nos frontières n'ont pas pour vocation d'une étanchéité telle qu'il ne soit plus possible de les traverser d'une manière ou de l'autre. La question est que l'immigration a changé de nature depuis 50 ans. Ce ne sont plus des individus qui viennent, ce sont des communautés. Le mouvement, prenons l'histoire de l'immigration en Occident depuis 50 ans. À l'échelle de l'histoire, ce sont des populations nouvelles qui se sont installées dans les sociétés occidentales, au-delà de toute réflexion sur leur capacité d'intégration, leur capacité d'assimilation, leur capacité à transformer en français, en québécois, en irlandais, en anglais, en italien, en suédois, et ainsi de suite, ceux qui arrivaient. Donc, puisqu'on a cessé de réfléchir à... transformation, il y a des peuples qui viennent avec leur culture, et donc après, cette culture vient un peu se mélanger à la nôtre, etc. Le but n'est pas non plus de leur dire il faut que ta culture ça soit ça, il faut que tu changes comme ça. Au bout d'un moment, c'est pas possible, c'est pas humain, voilà. Et puis juste, enfin, ça a toujours été le cas. Et pourquoi il y a autant peut-être de changements de population? Parce que du coup, au niveau économique, c'est la galère. On se retrouve avec des pays qui sont extrêmement pauvres et d'autres extrêmement riches. Oui, c'est problématique. Et puis, il y a des guerres, bref. Avec les conflits, il y a souvent des peuples qui se sont bougés, qui ont migré, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre, ils sont bien obligés de bouger. Et voilà. Et on se trouve que les pays européens, surtout pour les personnes qui viennent d'Afrique du Nord, limite, c'est prêt. Et puis après, ce sont des pays où il y a pas de guerre depuis longtemps, ce sont des pays qui sont plutôt sûrs et qui ont un niveau de vie plutôt élevé. Donc c'est pour ça que ces personnes choisissent ces pays. Mais enfin, juste penser que les gens, du coup, il faudrait complètement les changer leur culture, etc. pour qu'ils se forment un moule, ça n'a aucun sens. À la capacité d'assimilation, à la capacité d'intégration, pour se contenter toujours d'élargir la définition de l'identité collective, pour la rendre de moins en moins substantielle, de moins en moins profonde, pour faire en sorte que tous puissent y entrer au nom de l'inclusion. Mais qu'est-ce que ça paraît con, mais on est des êtres humains. Il y a des êtres humains. Point. Voilà. Au bout d'un moment, on va pas se dire « Oh là là, toi tu es de telle couleur. Oh là là, toi tu es de telle culture. Toi tu es de telle religion. » Ça, c'est du racisme, juste, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, il y a des humains comme des undead, donc on aide des humains. Voilà. Au bout d'un moment... faut arrêter nos définitions, c'est simple, on est des humains, voilà, peu importe notre couleur de peau, voilà. Le but c'est on vit tous sur la même planète et on s'émerde pour que ça se passe bien entre nous, voilà. ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de saisir notre propre noyau identitaire. Par ailleurs, le refus de critiquer l'immigration massive, de peur justement d'avoir l'air fermé, finalement, c'est le rapport traumatique à la Deuxième Guerre mondiale, cette idée que si vous critiquez l'immigration massive, en fait, vous poursuivez l'œuvre d'Hitler. Et c'est une folie absolue, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais cette idée, donc, cette méthode utilisée par une partie de la gauche qui consiste à nazifier tout contradicteur, ça fait en sorte que l'immigration massive, qui en elle-même est un problème parce qu'elle dépasse largement, en elle-même, une société ne peut pas connaître une telle mutation démographique sans qu'il y ait un choc. Là, vous me parlez pas de contradicteurs, on dit pas il faudrait à peu près... Non, les personnes que tu parles d'extrême droite veulent dire il ne faut pas qu'il y ait d'immigrés chez nous. Là, on parle de racisme, etc. Et effectivement, il y a des problèmes. Est-ce que, par exemple, notre pays, la France, est-elle capable, parce que de pouvoir accueillir tous ces migrants? Parce que les accueillir, c'est bien beau, mais après, il faut être capable de leur proposer quelque chose où ils puissent vivre de façon décente. Et on se rend compte que déjà dans notre pays, il y a déjà les personnes qui étaient déjà là avant, qui ont déjà du mal à vivre de façon décente. Donc c'est compliqué. Mais d'un moment, si j'ai juste dit non, on veut pas d'immigrer, oui, c'est complètement raciste.
c'est pas juste de la contradiction, c'est juste stupide. Des apprentis sorciers qui se sont mis ça en tête, qui se sont dit, ah ben oui, c'est du vivre ensemble, c'est une forme de vision très technocratique de l'existence. Ensuite, il y a la question de l'assimilation. Ensuite, il y a la question de la différence culturelle entre le pays d'accueil et les populations qui arrivent dans nos sociétés. Ça, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire l'écart culturel entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là est tel, quelquefois, qu'on aurait beau multiplier les milliards dans les politiques d'intégration et d'assimilation. À un moment donné, les êtres humains ne sont pas de simples objets. Il y a un écart anthropologique et culturel, quelquefois, entre différentes populations qui fait que l'intégration et l'assimilation est de plus en plus difficile. Donc, prenez tout cela ensemble, puis le refus simplement de dire quelquefois, ben non, l'immigration massive, là, il y a un principe de saturation démographique. On n'est pas fermé à l'autre. Comme on dit, c'est la formule classique. On a le sens de l'hospitalité. On accepte évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'idée même d'accueillir des réfugiés. Mais on ne peut pas accepter que le droit d'asile devienne une filière d'immigration à part entière. On n'est pas fermé à l'idée d'avoir des étudiants étrangers. On veut simplement pas que ça soit instrumentalisé pour que ça devienne aussi une filière d'immigration d'une autre nature. C'est le simple bon sens en ces matières. Donc le bon sens proteste. Il nous a peut-être manqué depuis 40 ans une véritable philosophie politique pour aborder la question de l'immigration, pour trouver une légitimité justement, pour être capable de la maîtriser véritablement. Mais là, tout ce qu'il dit, en fait, c'est limite, il dit on veut pas de personnes qui amèneraient leur culture. Mais je pense que tu ne sais pas comment ça marche. C'est que depuis toujours, en fait, quand il y a eu des migrations dans différents pays, bah, chacun a ramené sa culture et au bout d'un moment, bah, les cultures se mélangent et évoluent. Toi, tu es en train de dire je veux pas l'immigration parce que du coup, ça va toucher à notre culture, ça va être terrible, ça va la modifier. Juste au bout d'un moment, faut arrêter de penser, juste oui, notre culture évolue. Point. Ça, dans tous les domaines de l'existence, je me permets de mentionner votre propre livre sur la question de l'immigration. Et puis il faut arrêter de dire oui, moi je respecte la culture des autres, mais ailleurs quoi. C'est comme dire moi je suis pas homophobe du moment qu'ils sont pas à côté de moi quoi. Super, super. Vous avez réfléchi vous-même dans votre livre sur le fait que l'Église... C'est juste l'égocentrisme, chacun de son côté et puis basta quoi. Au bout d'un moment, on vit en société, on se démerde pour vivre ensemble, point. Condamné à l'impuissance intellectuelle pour penser le droit des peuples à la continuité historique, le droit des peuples à préserver leur identité, au nom d'une conception falsifiée et décomposée de la charité, d'une conception qui se veut généreuse, mais qui est en fait presque nihiliste de l'hospitalité, qui pousse à l'anéantissement de soi, à l'auto-anéantissement. Je dirais que ce que vous avez fait pour l'Église, on pourrait l'appliquer à la pensée politique dans nos sociétés, aux différentes traditions politiques qui se sont rendues incapables de penser la question migratoire. Eh bien, tout ça, on le voit aujourd'hui. Ça fait des sociétés qui sont à la fois dans un sentiment de dépossession identitaire, d'impuissance politique et aussi de dépossession démocratique. Non, tu dis juste de la merde, enfin, tu n'as même pas d'argument pour dire tout ça, tu dis juste des trucs, pof, voilà, tes constructions identitaires, blablabla, blablabla, arrête. Il y a un phénomène très intéressant et étonnant actuellement dans le débat public, c'est le retour de la race à travers les théories, notamment les théories décoloniales. Est-ce que pour vous, racialisme, décolonialisme sont des phénomènes essentiellement racistes? Ah oui, fondamentalement, on y arrive. C'est-à-dire, la logique est la suivante. Ça nous ramène à la question de l'immigration d'ailleurs. On a voulu dénationaliser nos sociétés. C'était le fantasme du citoyen du monde. Ce qu'on découvre, c'est une société qui est dénationalisée ne fait pas disparaître le besoin d'appartenance. Il va simplement se fixer sur d'autres identités disponibles, les fameux communautarismes. Or, le premier communautarisme disponible dans des sociétés marquées par l'immigration massive, qu'on n'a pas été capable d'assimiler, parce que quelquefois on l'a pas voulu, mais aussi parce que bon, les capacités sociologiques en elles-mêmes le voudraient-on. Aujourd'hui, on déciderait, on assimile. C'est compliqué, là, c'est une tâche d'une, deux, trois générations. Mais quoi qu'il en soit, on s'est trouvé donc avec l'immigration massive, la dénationalisation, l'exacerbation des identités d'origine, au nom justement de cette idée que l'identité occidentale c'est mauvaise, mais les identités extérieures viendraient presque nous sauver de l'extérieur en nous faisant rencontrer un autre salvateur, un autre régénérateur. C'est quoi ça? Là tu fais juste des théories... Non, on a chacun notre culture, on a chacun nos différences. Au bout d'un moment, c'est pas parce que toi tu trouves important de te définir en tant que Québécois, si tu veux. Moi par exemple, c'est pas important de me définir en tant que française. Pour moi, française, bah, c'est le pays où j'habite. Voilà. Mais oui, chacun a différents besoins de communautarisme. Et malheureusement, on le retrouve toujours. Mais au bout d'un moment, enfin... Bah, de toute façon, on va aller de plus en plus vers quelque chose quelque chose d'international. Parce qu'au bout d'un moment, on va finir vraiment par se rendre compte qu'au bout d'un moment, enfin, c'est bien joli les pays, mais bon, enfin, ça se base sur rien de concret, ça nous embête plus qu'autre chose, quoi. Donc même, on peut penser, par exemple, où il n'y aurait pratiquement plus d'État, voilà, où il y aurait plus, je sais pas comment dire, mais un peu plus de fédération, peut-être un peu comme en Allemagne, bref, des trucs, bref, où chacun se gérerait, et puis bah c'est pas parce qu'on n'est pas capable en ce moment de dire enfin bref, oui, où est-ce que oui, je commence à avoir pas de mal, désolé.
oui, de toute façon, on ira toujours vers quelque chose, vers ça rationnel. Puis on se rendra compte, au final, on est tous des humains, oui, on a besoin de s'identifier à quelque chose, etc. Euh, mais, par exemple, la France, c'est quelque chose que notre société a fondé petit à petit, et est-ce que c'est nécessaire que ça reste ainsi tout le temps? Est-ce que peut-être la France va s'évaporer et que peut-être qu'on appartiendra à une autre communauté plus grande ou à des communautés différentes et peut-être que tout va changer. Et ce n'est pas parce qu'il y aura un changement que ça soit négatif. Et je pense que ces personnes sont juste en train de dire le monde change, oui, ils voient que le monde change, mais ils ont tellement peur du changement qu'ils essayent de se raccrocher à des trucs. Bon, si vous voulez vous appeler français, ok, très bien, mais au bout d'un moment, ça veut pas dire grand chose, quoi. C'est juste que tu habites sur un territoire. Enfin bon, passons. Ça posait les conditions de base pour que le racialisme réémerge dans nos sociétés. Et là, on voit donc dans des codes de cette idée, par exemple, que les gens devraient d'abord définir selon leur couleur de peau, en tant que blanc, en tant que noir, en tant qu'asiatique, en tant que... C'est quoi cette manière-là? C'est une négation de l'individu, c'est une négation de la personne, c'est une négation de la citoyenneté, c'est une réduction à cette la part la plus régressive d'identité qui soit, c'est l'identité raciale. Je suis tout à fait d'accord. Après, on peut aussi le développer par rapport à l'identité, français, je sais pas. Bref, est-ce que ça a une importance de se définir en fonction de là où on habite? Je ne sais pas, mais oui, de toute façon, malheureusement, oui, il y a certaines choses, ou certaines dérives à gauche qui sont très... qui posent énormément de problèmes, comme ce fameux racialisme avec des personnes qui disent antiracisme, mais qui, au final, recommencent à réhabiliter des thèses racistes, et ça, c'est très dangereux, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais au bout d'un moment, le but, ça serait pas de nous définir par ce qu'on est, quoi, personnellement. Notre couleur de peau, on s'en fout, notre couleur de cheveux, etc. Bref, notre nationalité, c'est pas vraiment d'intérêt. C'est plutôt, ce qui serait plutôt important, là, c'est que définir notre personnalité, peut-être nos passions, nos choses comme ça. Voilà, qu'est-ce qui est nécessaire? Bon, bref. Mais oui, tout ce qui va être, faire des théories raciales, il faudrait se définir. Non, tout ça, c'est de la merde. Je suis d'accord. Vous n'êtes que votre couleur de peau. En plus, comme je le disais, ça nous rend idiots, cette régression racialiste, parce qu'on oublie, je donne souvent cet exemple, que les Français ne sont pas des Allemands, les Scandinaves, entre eux, il y a plusieurs peuples, les Lituaniens ne sont pas des Estoniens, les Ukrainiens ne sont pas des Russes, tout ça pour dire que les Québécois ne sont pas des Canadiens. C'est essentiel de le rappeler chaque fois. Oui, on peut aller encore plus loin, même quand tu vois ensemble, en différence, on peut voir par exemple, oui, les Bretons ne sont pas forcément des Parisiens, etc. Les mecs, si tu vas dans la Bretagne un peu plus, tu vois, oui, ceux qui sont du Finistère, etc., ne sont pas les mêmes. Oui, et au bout d'un moment, on peut y aller de petit à petit, de plus en plus petit, tu vois. Au bout d'un moment, c'est chaque ville, et au bout d'un moment, les personnes de chaque ville vont avoir des choses différentes. Oui, parce que tout le monde est différent, voilà. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que ce qui différencie les hommes, c'est la culture, c'est l'identité historique, c'est pas la race. Si on se définit par la race, fondamentalement, on est condamné à ne pas comprendre ce qui a fait la diversité des cultures propres au monde occidental. Mais quoi qu'il en soit, on arrive dans ce moment, victime par ailleurs aussi d'une forme de colonialisme idéologique américain ou d'autocolonisation idéologique, parce que quelquefois on se tourne vers les États-Unis, une forme de grand renversement du rapport aux États-Unis. Autrefois, c'est quand même fascinant, autrefois on était quand même au courant. Après, est-ce que la culture serait... Non, il n'y a pas que notre culture qui nous définit, il y a aussi, oui, notre culture nous définit, ça c'est tout à fait vrai, on a nos connaissances aussi. Qui peut être lié du coup avec la culture, on a ce qu'on a vécu, on habite, on a nos passions, bref, il y a tellement de choses qui nous définissent, il n'y a pas que la culture. Ça serait un peu réducteur. Et oui, la culture, oui, et c'est pour ça aussi que vu que la culture bouge, et les mentalités bougent aussi. La situation des Noirs aux États-Unis, c'était pas idéal. Il me semble-t-il que le péché originel des États-Unis, c'est quand même l'esclavage. La situation des Noirs aux États-Unis, c'est pas une fiction idéologique, c'est un drame historique majeur. C'est de ce point de vue un vrai péché collectif dans l'histoire des États-Unis. Mais faut pas oublier aussi que l'esclavage, ça existait aussi avant. Je dis pas pour justifier ce qui s'est passé aux États-Unis, non. Et malheureusement, ça se fait encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les racialistes nous disent, et on en voit en France, les États-Unis, c'est un modèle. Il fallait y penser. Parce que c'est un modèle parce qu'ils mettent de l'avant la question raciale et ils pensent l'émancipation et la diversité à la lumière de leur race revendiquée et assumée. Prenons-les comme modèle. Qui aurait pu s'imaginer il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a même 20 ans, qu'on prendrait les États-Unis comme modèle à propos de la fameuse question raciale? C'est le monde à l'envers et c'est encore une fois l'univers en roue libre. Bref, le problème avec qu'il y a eu des théories raciales un peu partout, pas que des blancs, chez les Asiatiques aussi, notamment aussi en Afrique, bref. Malheureusement, le racisme a été partout, l'esclavage a été partout, voilà.
Ça s'est fait à très grande échelle aux États-Unis. Ça s'est fait, bref, un peu partout dans le monde, mais oui, énormément aux États-Unis. Et puis ça a continué par la suite avec l'apartheid, qu'on décide de retrouver en Afrique du Sud. Bref, c'est des sujets nettement plus complexes que juste dire les. Enfin bref. Vous parliez de négation de la personne dans le racialisme. Dans une interview qui a fait un peu de bruit, une interview à l'Express, Ramayad, l'ancien ministre de Sarkozy, niait l'existence d'un racisme anti-blanc parce que, disait-elle, il n'y a pas derrière des actes qu'on appelle généralement racisme anti-blanc, il n'y a pas de système d'institutions qui les soutiennent. Donc, en gros, elle disait qu'il n'y a de racisme que systémique. Est-ce que du coup, à travers cette notion de systémique qui tend à se répandre un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister aussi à la mort de la responsabilité individuelle? Je ne suis coupable de rien personnellement, c'est la communauté à laquelle j'appartiens qui est coupable. Absolument, absolument, et ça c'est un vrai problème. Si on rentre dans ça, j'ai analysé ça dans mon livre La Révolution racialiste, on est dans ce moment où quelqu'un va dire sale blanc, c'est pas du racisme, mais quelqu'un qui va plaider contre les quotas ou pour la laïcité, par exemple, chez nous. Il va plaider pour la laïcité. Il est raciste, pourquoi? Parce que derrière l'universalisme apparent de sa position se cacherait en fait une reconduction des privilèges de la majorité blanche dissimulée derrière l'universalisme. Et là, c'est la position d'Ibram X. Kendi, l'historien américain, racialiste, qui nous dit le racisme de la alt-right ou du Ku Klux Klan, c'est moins grave finalement que le racisme de ceux qui prétendent être colorblind, hein, aveugle à la couleur, indifférent à la couleur, parce que le racisme traditionnel est à peu près mort, c'est plus vraiment intéressant. Mais le véritable racisme, c'est la suprématie blanche qui serait le fondement de toutes les sociétés occidentales, qui se maquillerait dans l'universalisme, dans la laïcité, dans la nation. Cette théorie n'est pas développée par tout le monde, je suis forcément contre, le racisme anti-blanc existe. Enfin bref, je trouve ça ridicule, le racisme existe, je vois pas pourquoi le racisme anti-blanc n'existerait pas. Et je pense sincèrement en fait que ceux qui parlent de systémique ne savent pas en fait ce que c'est. Juste le systémique, c'est l'étude d'un système à l'échelle globale. Voilà, et ça va de pair avec une recherche analytique, ou plus, bref. Et oui, malheureusement, oui, il y a des dérives, surtout là-dessus, quand on parle de racisme anti-blanc, etc. Enfin, bref. C'est des personnes qui, je pense, peut-être ont besoin de justifier peut-être un racisme sous-jacent. Enfin, mais oui. Déjà, il faut pas dire que toute la gauche est d'accord avec cette pseudo-révolution, d'accord? Attends, je vais remettre parce qu'il y avait un truc intéressant aussi qui disait. L'historien américain, racialiste, qui nous dit le racisme de la alt-right ou du Ku Klux Klan, c'est moins grave finalement que le racisme de ceux qui prétendent être colorblind, hein, aveugle à la couleur, indifférent à la couleur, parce que le racisme traditionnel est à peu près mort, c'est plus vraiment intéressant. Mais le véritable racisme, c'est la suprématie blanche qui serait le fondement de toutes les sociétés occidentales, qui se maquillerait dans l'universalisme, dans la laïcité, dans la nation. Donc si vous voulez être vraiment antiraciste, il faut déconstruire l'universalisme. Mais je pense en fait que beaucoup de personnes en fait voient justement que le monde en blanc et en noir, et du coup ils voient juste des personnes qui sont privilégiées et d'autres qui sont discriminées. Et la réalité c'est que quand on parle par exemple des sociétés blanches, la plupart des personnes blanches ne sont pas discriminées. C'est vrai, c'est un fait. Mais elles ne sont pas non plus... merde, elles ne sont pas du coup... Bref, elles sont traitées comme tout le monde devrait être traité. Et je pense que du coup, en fait, il faut plutôt penser les discriminations plus comme des histoires de pourcentage. Par exemple, voilà, si vous êtes une personne blanche d'une société majoritairement blanche, il y a très peu de chances que vous soyez victime de racisme. Par contre, si vous êtes une femme noire, je sais pas, trans, vous avez plus de chances de faire face à la discrimination qu'une personne blanche. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous êtes une femme noire trans que vous allez être discriminé. Et on se retrouve en fait à dire, comme ces personnes ne sont pas discriminées, elles sont forcément merde, je vais trouver le mot, elles sont du coup privilégiées, mais c'est pas du tout ça. Parce que malheureusement, des vraies personnes qui sont privilégiées, ce sont une très faible minorité des personnes, et ce sont vraiment les classes très hautes, enfin la haute bourgeoisie, voilà, qui au final, eux sont un peu en dehors de cette bulle que la majorité des gens ressentent, puisque en fait ce sont surtout les personnes riches, où en fait peu importe au final, une fois que vous êtes riche, peu importe votre attirance sexuelle, votre couleur de peau, etc., du moment que vous avez au pognon, limite, on s'en fout quoi. Donc il y a effectivement des personnes qui sont privilégiées, mais on se rend compte que surtout les personnes privilégiées, elles sont surtout privilégiées non pas à cause d'un aspect physique, mais plutôt à un aspect pécunier. Voilà. Donc il faut aussi, par exemple, on parle surtout
Par exemple, on va prendre un entretien d'embauche. Il y a différentes personnes, voilà. Et puis, beaucoup de personnes vont dire, ah bah du coup, les blancs vont être avantagés, parce que du coup, ils vont pas être désavantagés, bref. Mais en fait, malheureusement, effectivement, quand vous allez à un entretien d'embauche et vous êtes une personne de couleur, il y a des risques que vous soyez discriminé. C'est pas sûr. Mais une personne blanche qui va aussi postuler à ce même emploi, elle va juste être traitée de façon normale. Vous voyez ? Elle ne va pas être surclassée par rapport aux autres. Et ce n'est pas... Enfin bref, je pense que vous m'avez à peu près compris. Et puis voilà, c'est juste pour vous dire que le racisme, etc., c'est quelque chose de nettement plus complexe. Qu'on parle de suprémacisme blanc, moi dans ma tête, je vois plutôt plutôt vraiment des groupes minoritaires qui seraient vraiment... des groupes avec des théories racistes et raciales, justement, juste des petits groupes, quoi, mais ça ne s'appliquerait pas à la société entière. Et puis on voit, en fonction, le racisme, il évolue en fonction du pays dans lequel on est, en fonction, en fonction des... Par exemple, ça paraît con, mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes noir, il y a très peu de chances que vous fassiez discriminer parce que vous êtes noir. Alors que si vous êtes blanc, il y a plus de chances que vous... Voilà, donc en fonction de la culture, du pays dans lequel vous êtes, voilà. Et je pense que malheureusement, en fait, beaucoup de ces personnes qui parlent limite d'impérialisme blanc, c'est qu'ils prennent juste en compte, limite, que les États-Unis, etc. Et je pense qu'ils se rendent pas compte qu'à quel point c'était nettement plus complexe. Bon, alors là, on est donc dans une logique, oui, effectivement, abolit l'individu, abolit et fait porter à l'échelle du système. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on puis en plus, la théorie du racisme systémique, pour la petite histoire, si on veut une définition un peu précise de ça, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire qu'une norme, appliquée sur une population de manière universelle, si elle a des effets différenciés sur les différents groupes qui constituent la population, ces différences entre les groupes doivent être pensées comme des inégalités raciales. C'est ça la théorie du racisme systémique. Quand je vois des gens, des espèces d'amateurs de la pensée, qui s'embrassent, qui s'emparent de cette notion en disant, ah ben oui, ça c'est éclairant, et c'est pas éclairant, ça revient à penser comme inégalité raciale toute forme de différenciation qui peuvent s'exprimer par mille et une raisons. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans une société en passant. Je vois pas trop comme ça. En fait, ce qui est dit par systémique, ça serait toute chose qui aurait un impact sur le système entier, qui aurait un impact global. Et oui, mais plein de choses ont un impact global. Et oui, et c'est important de faire des analyses, en fait. Quand on étudie le racisme, on étudie à la fois de façon analytique, c'est-à-dire comment les gens parlent, peut-être leur action, pourquoi ils sont racistes sur le fond, et après on dézoome, en fait, c'est comme si vous regardez une feuille, au bout d'un moment vous la regardez en gros, ça c'est l'analyse systémique, et après vous allez zoomer pour voir ce qui se passe au plan microscopique, mais c'est important d'avoir à la fois une vue d'ensemble et une vue précise. En fait, ce sont des outils d'analyse qui sont très pertinents. Mais dire que quelque chose est systémique n'a aucun sens, parce que pratiquement tout est systémique. Tout. Mais bon. Évidemment qu'il y a du racisme dans nos sociétés. Il y a du racisme contre les Noirs quelquefois, il y a du racisme contre les Asiatiques quelquefois, il y a du racisme contre les Blancs aussi quelquefois. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, le racisme anti-blanc est une impossibilité. Donc on tricote une définition du racisme, un effet de système lié à la civilisation occidentale, lié à l'expansion européenne, qui sera au cœur de nos sociétés. Donc on tricote une telle définition du racisme qui fait en sorte que le racisme anti-blanc devient une impossibilité logique. Devant ça, on se dit est-ce que vous êtes des farceurs ou des fraudeurs? Moi j'ai tendance à croire qu'on est dans des fraudeurs. Vous terminez votre livre L'Empire du politiquement correct sur un éloge du conflit civilisé, on en a déjà un peu parlé, c'est une notion qui vous est chère, l'idée qu'on puisse avoir un débat démocratique, apaisé et tranquille sur des positions idéologiques parfois même très différentes. Est-ce que ce conflit civilisé est encore possible quand on a en face de soi des gens dont on a l'impression qu'ils appartiennent plus au même monde, au même univers, j'allais dire intellectuel, c'est peut-être beaucoup à dire, mais en tout cas au même univers mental, tellement les vocabulaires et les logiques ne correspondent plus. Est-ce que c'est pas un peu désespérant, cette point de vue du débat? J'en viens me le demander aussi, avec tristesse, parce que de ce point de vue, je suis, là-dessus, on croit vraiment que je suis un vrai libéral. Sur le fond des choses, je crois, mais un libéral attentif aux conditions de possibilité du libéralisme. Donc c'est pour ça une forme de libéralisme qui s'accompagne de patrimoine de civilisation, de conservatisme. Mais je crois au libéralisme dans le sens suivant. Je crois à la libre discussion autour de toutes les idées. Je pense qu'il est possible, théoriquement, et ça devrait être possible, dans différentes doctrines, différentes thèses qui s'affrontent, intelligemment. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire que la bête humaine n'y met pas de passion et de mauvaise foi. Mais on accepte l'idée, c'est un affrontement. Mais un affrontement civilisé. Et aux 4 ans ou aux 5 ans, selon votre système électoral, on remet les différentes options sur la table pour pouvoir collectivement choisir de nouvelles orientations. Je pense que du coup, il veut dire qu'il serait plutôt pour une liberté totalement absolue.
pense que ça n'aurait pas de sens. En fait, on va partir d'un truc de base. En fait, si vous êtes un individu, par exemple, de base, la liberté, on va dire qu'elle est absolue du moment que vous êtes tout seul sur une île déserte, parce que du coup, voilà, si vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'impact, du coup, sur d'autres personnes. Mais dès que vous allez en groupe, bah du coup, vous allez devoir restreindre votre liberté pour ne pas gêner la liberté et l'intégrité des autres. Donc, c'est bien d'avoir un discours qui soit libre et différent, c'est tout à fait bien, même d'avoir des opinions contraires, etc. Ça nous fait évoluer, et on peut justement, ça peut nous faire changer d'idée, etc. Mais il faut faire attention à ne pas tomber sous prétexte de liberté d'expression, d'avoir des paroles, enfin, des gestes, ça me paraît plus simple, tu vois. Tu vas pas aller tuer quelqu'un parce que t'as pas envie qu'on te tue, tu vois. Tu vas, bref. Et donc, avec les libertés de parole et de croyance, c'est pareil. Mais c'est juste que certains, en donnant des libertés, se disent, je peux tout dire. Et même si ce que je pense et ce que je crois va blesser l'intégrité et les qualités, la liberté d'autrui, ils s'en bat les couilles. Parce qu'au final, ils ont trop une approche égocentrée. Et ils ne se rendent pas assez compte de ce que leurs paroles et leurs croyances peut avoir une conséquence sur une autre personne. Et généralement, en fait, de base, on s'en rend pas trop compte, mais quand on a été justement victime et qu'on a été discriminé, on se rend compte qu'en fait, notre opinion, etc., ça a une importance et ça a une vraie conséquence sur les autres. Voilà. Donc, débat ouvert, oui. Dire tout ce qu'on veut, du moment que ça ne nuit pas à la liberté ou l'intégrité d'autrui. Je suis tout à fait d'accord. Et le cancel, c'est tout à fait ridicule. Se baser sur des théories en fonction de la couleur de peau, etc., je trouve ça ridicule aussi. Bref. Et arrêtez de juste faire des honneurs passés à l'association en disant, regardez, certaines personnes pensent des conneries, alors tout le monde pense comme ça. Non, arrêtez de faire des amalgames et voyez que, du coup, le contexte politique, il existe tellement de choses différentes que il ne faut pas simplifier la réalité. La réalité est souvent très contre-intuitive et très compliquée. Puis un tel peut gagner, un autre va gagner, mais on accepte que le processus fait en sorte qu'il consacre la légitimité du débat. C'est donc possible ensuite d'avoir, donc, il y a toujours des interdits mentaux, mais globalement, un véritable pluralisme démocratique. Ouais, après, pour moi, le but d'un débat, c'est que tout le monde met ses idées, et qu'au bout d'un moment, en fait, que chacun le but, c'est à partir d'un débat, ça serait de pouvoir à peu près se trouver d'accord sur quelque chose, et trouver quelque chose sur lequel... Enfin, un petit peu comme si chacun venait porter sa pierre à l'édifice pour faire avancer le débat et arriver à quelque chose d'un peu plus fini, voilà, parce qu'on puisse s'entraider pour trouver une solution en commun qui plaise à tout le monde, voilà. Et je déteste ce truc de dire quelqu'un a gagné un combat, non. Si je pense qu'il soit on gagne tous ou soit on perd tous, malheureusement dans un débat. C'est soit on arrive à avancer, à s'aider, à s'entraider pour que notre vision puisse s'améliorer et puis qu'on puisse proposer des choses qui vont dans le bon sens, ou soit chacun fait sa petite guéguerre pour dire moi je sais, moi je suis le plus fort, et puis au final chacun reste son coin et puis rien ne bouge et au final tout le monde perd. Une bonne partie de la gauche aujourd'hui théorise la nécessité de la fin du débat. La fameuse cancel culture, la culture du bannissement, elle théorise le légitime ostracisme des contradicteurs idéologiques. Comment débattre avec quelqu'un qui m'explique formellement que la seule raison pour laquelle il parlerait avec moi, en fait, il veut jamais parler avec moi, il est bien prêt à parler de moi pour expliquer pourquoi on ne devrait pas me donner la parole. Oui, il veut bien parler avec vous si vous vous excusez d'avoir pensé ce que vous avez pensé. Oui, alors, si j'accepte de rendre la pause du pénitent et du confesseur, on est prêt à parler peut-être. Mais globalement, il n'accepte pas. Qu'est-ce qui est au cœur du pluralisme démocratique? Il y a cette idée que les choses humaines ne sont jamais une fois pour toutes absolument connaissables. Il n'y a pas de transparence intégrale de l'existence humaine. Donc, notre point de vue sur le bien commun est toujours limité, situé. Un autre point de vue est aussi, il voit une autre partie du bien commun, de la bête humaine, Oui. qui a plusieurs valeurs, que certains privilégient l'égalité, d'autres la liberté, certains l'autorité, d'autres l'esprit de rébellion, et que tout ça répond à des facettes différentes de l'âme humaine, et l'âme humaine qui n'est pas distribuée de la même manière et selon la même configuration chez chaque individu et chez chaque peuple. Bon, autrement dit, le pluralisme est constitutif de l'âme humaine. Donc le propre et le bien et le mal dans le cœur de l'homme, c'est jamais exactement clair comment ça se partage. De là la libération. Mais si vous êtes devant des gens qui sont convaincus d'avoir pour eux le vrai, le juste et le bien, et qui vous regardent donc comme des égarés, comme des hérétiques, comme... Venant d'une personne qui sait ce qu'est le réel, c'est osé, c'est très osé. Et moi je dis, je veux bien discuter avec tout le monde ce que vous voulez, etc. Mais quand quelqu'un vient me dire, moi ce que je pense c'est la réalité, toi c'est de la merde, limite, qui ne veut pas de débat?
Parce qu'au final, oui, vous pouvez très bien avoir des opinions différentes, mais juste dire que même pas essayer de débattre avec moi ou juste me dire bah t'es nul, la réalité c'est ça, tu nies la réalité, tu regardes pas la vérité en face, ou d'un moment, c'est pas un débat ça, c'est juste des gamineries pour savoir qui est la plus grosse, ça n'a aucun intérêt. Des gens dans l'obscurité du racisme et du mensonge, qui vous regardent comme quelqu'un qui doit être rééduqué pour être enfin digne de participer à la vie publique. Comment débattre avec ces gens-là? Alors, je crois, néanmoins, ça c'est mon pari ironien, que devant ça, il faut faire ce qu'Aaron faisait des années 50 aux années 80. On regarde les textes de l'adversaire, on les prend au sérieux, on les lit, on répond aux arguments, on les décortique, on les détricote, on essaie de rendre compte de ce qui se dit, de ce qui se fait, Oui, tout en sachant que c'est très l'adversaire du camp d'en face, lui, n'accepte pas ce jeu, lui fonctionne à la diabolisation, mais la famille, au sens noble du terme libéral à laquelle j'aime. Bah faites-le. Si vous voulez déconstruire la théorie du genre, bah faites-le. Allez allez regarder les revues scientifiques, allez vous renseigner là-dessus. Ne dites pas c'est faux parce que c'est la réalité. Le problème c'est qu'on arrive à bout d'un moment où vous vous dites non, j'ai fait aucun effort pour savoir, pour me pencher là-dessus. Et le problème c'est que même sur la transidentité, etc., c'est que la plupart des personnes qui sont contre ne cherchent pas à comprendre en fait. Juste, ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance sur le sujet, et pour eux, bah, c'est pas intuitif, donc c'est pas vrai. Mais ça serait bien, justement, que des personnes, viennent, et je me dis, voilà, j'ai étudié la dysphorie de genre, etc., je suis pas d'accord sur tel point ou tel point, j'adorerais. Mais quand on vient me dire que juste, les personnes transgenres, c'est ni la réalité, tu vois bien qu'au bout d'un moment, bah... Qu'est-ce que tu veux que j'ai envie de débattre avec des personnes juste qui me crachent dessus, juste parce que, pour eux, ce que je dis, c'est de la merde. D'abord, faut aussi donner du vôtre et qu'on puisse partager les deux côtés, quoi. Je suis très... si vous voulez faire un débat et que vous êtes ouvert à la discussion, oui, j'espère. Mais si vous voulez être juste pour me dire, ah là là, t'es demeuré, et juste me réduire sur mon physique ou je sais pas quoi, bref, apportez des argumentations et je serais ravi de pouvoir débattre avec vous. J'aime croire que j'appartiens. Je dis qu'on va continuer de faire notre travail de la manière la plus honnête qui soit. On va prendre au sérieux les thèses de l'adversaire, on va les déconstruire profondément, mais par le travail de la raison, par le travail de l'intelligence. Honnêtement, autrement dit, on va pas leur réserver le traitement qu'ils nous réservent quelquefois, mais peut-être est-ce que tout ça est finalement mon utopie personnelle, parce qu'il se peut qu'on rentre dans un monde qui est marqué par le réchauffement des passions politiques, et dans un monde où les gens sont de moins en moins capables de débattre, de discuter. Il est possible qu'on entre dans un monde où les gens veuillent s'affronter de manière de plus en plus existentielle. C'est une forme de pessimisme, mais c'est peut-être aussi simplement de la lucidité. Je pense que je le vois un petit peu aussi, où la plupart des gens, en fait, je vois, surtout avec les réseaux sociaux, etc., surtout que ce soit à gauche et à droite, de toute façon, malheureusement, voilà, c'est qu'on arrive à vraiment une radicalisation des points de vue, où tout le monde voit que le gauche est noir, et malheureusement, tout ce qui va être un petit peu point de vue qui est un peu plus recherché, plus mitigé, bah, ce sont souvent des points de vue qui vont pas être très partagés, parce que c'est pas très vendeur, et malheureusement, bah, ça continue comme ça et comme ça. Enfin, c'est triste, mais malheureusement, à cause d'Internet, bah voilà. Je suis vraiment frappé par quelque chose que je n'arrive absolument pas à expliquer, qui est la rapidité d'extension de l'idéologie woke, par exemple. Et effectivement, des choses qui nous auraient fait hurler de rire il y a encore un an sont maintenant au cœur du débat public. Comment est-ce que vous expliquez cette wokisation hyper rapide des esprits, notamment dans les jeunes générations? La puissance culturelle des États-Unis, c'est pas un détail. Ensuite, le fait que cette idéologie n'est plus seulement relayée, quoi qu'en disent certains observateurs au regard un peu tardif, c'est plus seulement dans les campus cette affaire-là. Le wokisme n'est plus une originalité des campus en disant oh là là, ils sont fous à l'université du Nebraska. Non. C'est l'idéologie dominante dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire Coca-Cola, Ben & Jerry, L'Oréal, les GAFAM, c'est ça l'idéologie. Donc c'est l'idéologie dans les GAFAM, effectivement, il faut le mentionner. La puissance de socialisation de cette superstructure culturelle, comme auraient dit les marxistes, la puissance de socialisation des industries culturelles qui façonnent aujourd'hui à la fois nos désirs, nos systèmes de pensée, le rythme de nos désirs, la dépendance aux écrans est assez fascinante de ce point de vue. Il y a une espèce de puissance de socialisation qui fait en sorte que les nouvelles générations sont socialisées dans cet univers. Ensuite, cette idéologie est relayée par l'État aussi, il ne faut pas oublier. Les médias eux-mêmes s'en emparent et expulsent du débat public à grande vitesse tous ceux qui s'y opposent. Vous n'avez toujours pas défini le wokisme. On est à 1 heure de vidéo, il serait peut-être temps, plutôt que de parler d'un photome, quoi. Donc, on sait même pas ce que vous définissez comme wokisme. Je suppose que vous dites, vous mettez un amalgame, en fait, vous mettez woke, en fait, vous englobez sûrement les personnes LGBT, progressistes, féministes. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a on peut très bien être d'accord sur des points. Moi, je suis d'accord sur le féminisme, les personnes LGBT, certains points du progressisme, mais je suis pas d'accord avec les woke, je suis pas d'accord avec, voilà, le truc, certaines thèses antiracistes.
c'est nettement plus complexe, il faut arrêter de faire un amalgame comme ça, oui, les woke, faut arrêter. C'est comme si moi je parlais de la droite en disant oui, tous les fachos, vous voyez, enfin, vous me direz que je serais complètement conne, et vous aurez complètement raison. Parce qu'il faut pas, parce que la droite c'est tellement plus complexe. Je parle souvent en fait des personnes d'extrême droite, mais la droite c'est pas que ça. Et on va voir, il y a différents types de libéralisme, il y a différents types, peut-être même des personnes qui sont pas forcément pour un capitalisme. Bref, ça peut être très diversifié la droite. Mais toujours éviter d'amalgamer, c'est fatigant. Dans les milieux producteurs de la connaissance, le retour à l'université, dans les milieux qui produisent la connaissance légitime et estampillée, le wokisme se fait passer pour expertise scientifique. Faut bien comprendre. Ce sont les lycéenquistes qui nous gouvernent quelquefois aujourd'hui. Mais il se fait passer pour expertise scientifique. Donc il y a une forme d'accès, puis je pense, nos sociétés d'épuiser, dévitaliser. Il y a une forme de prédisposition, en quelque sorte, chez les élites. En fait, ça c'est grave parce qu'en fait il dit, bah du coup le woke a investi les universités et donc du coup par via du coup on peut plus faire confiance à la science parce que la science est devenue woke. Et là on arrive on glisse vers un discours qui peut être dangereux, de discours de pas la science on peut plus y faire confiance. Et là ça devient problématique parce que à ce jour, parce que la science en fait c'est une méthode et à ce jour la science c'est la méthode qu'on est de plus fiable pour pouvoir produire de la connaissance et pas de la croyance, voilà. On n'a pas trouvé mieux aujourd'hui, peut-être qu'on trouvera mieux, comme meilleur après, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est notre chose la plus viable pour créer des connaissances qui soient sûres, voilà. Donc ne plus dire, ah, parce que du coup, le woke est rentré à l'université, la recherche et tout, ils sont tous devenus woke, donc on peut plus faire confiance à la science, ça devient, c'est un petit glissement qui peut être très dangereux. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, parce que la science, en fait, valide surtout beaucoup ce qui va être des souhaits de genre, la non-binarité, bref, beaucoup de choses. Et des personnes, sous prétexte que les woke contrôleraient les trucs scientifiques, ne vont pas prendre en compte leurs considérations, et donc vont, du coup, dire que le réel, bah, c'est que eux, c'est ce qu'ils pensent eux. Enfin, bref. dans la population, il y a une forme de stupéfaction, de sidération. C'est quoi ça? C'est fou. Et le problème, c'est que, je le disais plus tôt, le sens commun laissé à lui-même, il est capable de produire tout ça, c'est fou. Mais le sens commun doit être transcendé par le travail de la pensée. Donc une réaction intellectuelle, organisée, théorisée. Certains diront passion de philosophe, non, parce que les querelles intellectuelles, les querelles de philosophes, 30 ans plus tard, donnent des débats politiques. Donc je pense que là-dessus, nos sociétés sont sidérées. Donc tous ces éléments que j'ai évoqués, qui sont en plus condensés dans ce que j'appelle le régime diversitaire, donc cette espèce de principe nouveau qui se déploie et qui s'empare des institutions déjà existantes, mais aussi des institutions de pouvoir privé, culturel, tout ça, ça provoque une forme de révolution à grande vitesse. Nos populations sont sidérées devant ça, la réaction intellectuelle commence à peine, on verra ce que ça donnera. Mais c'est comme ça que j'explique le phénomène. Alors justement, on a l'impression aujourd'hui de vivre une sorte de course contre la montre entre cette expansion du wokisme et cette réaction intellectuelle conservatrice. Est-ce que celle-ci a une chance de l'emporter face Et là, on en revient toujours au bien, mal, très manichéen. Il y a le pour et le bien, comme s'il y aurait que le wokisme et que le conservatisme. Vous savez, le wokisme, c'est les grands méchants qui viennent tous nous réduire à l'état d'esclaves, et puis les conservateurs sont les héros qui viennent nous sauver. Non, au bout d'un moment, notre société, c'est nettement plus complexe. Il y a des personnes qui... D'ailleurs, vous définissez le wokisme, vous n'avez même pas toujours pas défini, mais on peut être d'accord avec des choses de la gauche et pas être d'accord avec tout. Au bout d'un moment, c'est pas noir ou blanc, la vie, c'est plein de nuances de gris, et souvent la vérité est souvent entre les deux. Le but, être complètement woke, c'est complètement ridicule, être conservateur, c'est complètement ridicule. On essaie de trouver ce qui marche, et ce qui marche pas, on le jette, quoi. On essaie de faire de notre mieux pour pouvoir... donner une société qui soit, qui soit la plus juste et la plus égalitaire pour que tout le monde puisse vivre de la bonne façon. Et on terminera par ça, face à ce rouleau compresseur du wokisme. Bon, il faut. Il le faut tout simplement. Et ça, là-dessus, je me tourne toujours vers... Après, je vais dire un truc, mais oui... même peu importe, le woke progressisme LGBT, c'est très bien que vous posiez des questions, c'est très bien que vous doutiez, c'est très bien que vous cherchiez justement à voir si ces théories sont solides. Mais le faites pas juste par esprit de contradiction. D'un moment, voilà, d'un moment, si vous savez pas, par exemple, pour la dysphorie de genre, faites des recherches, voyez pourquoi des personnes, peut-être parler avec des personnes trans, bref. Vous voyez d'autres choses, c'est très bien de remettre en cause des idéologies, mais juste dire non parce que vous,
sans connaissance vous dit que bon, ça me plaît pas, c'est un peu débile. Donc, vous voyez, il faut toujours se dire, bon, je vais critiquer un mouvement et je regarde ce qu'il y a de bon dedans et ce qu'il y a de mauvais, et puis du coup, on va garder ce qu'il y a de bon, on va virer ce qu'il y a de mauvais, bref. Faut passer au-delà de trucs, c'est pas bien, c'est bien. Généralement, les choses, c'est entre les deux. La résistance au communisme. C'est-à-dire, au début des années 80, on croyait que l'Union soviétique avait encore pour un siècle. Ah ben non, 9 ans plus tard, le mur de Berlin tombait. Bref, et on va revenir du coup sur l'URSS, parce que là on dit, enfin, les gens quand même, on parle d'une dictature, d'accord. Donc, le communisme, ça serait un modèle où l'État aurait à peu près contrôle sur tout, et donc du coup, il y aurait une répartition tout serait géré par l'État, et donc tout le monde aurait le même salaire, etc. Et donc beaucoup de personnes disent « Oh, regardez, le communisme ne marche pas parce que du coup l'URSS... » Ouais, mais l'URSS, ils se sont retrouvés avec une dictature. Une autre dictature avec un modèle économique communiste. Mais ça reste une dictature. Parce que vous pouvez me dire... Je pourrais dire la même chose. Par exemple, on peut très bien voir que... on peut très bien voir des pays qui sont capitalistes avec une dictature. Et ça sera autant la même merde. Vous voyez ? Donc, bref. Est-ce que ça remet totalement en cause le communiste ? Non, parce que du coup, on voit bien que l'URSS, de toute façon, c'était une dictature, et bref, c'était le bordel. Est-ce que le modèle communiste est viable ? J'étais toute là-dessus. Mais bon, enfin... toujours, c'est nettement plus compliqué que dire, le communisme, c'est pas bien, parce que... Bref. Cette doctrine, donc le wokisme, est tellement... Parce que c'est quand même, par ailleurs, à un moment donné, c'est un trouble dans la représentation du monde. C'est une pensée qui n'est pas ancrée dans les réalités. Je dirais que ça va prendre 10 ans, un siècle, on verra. Prophétiser sur un siècle, c'est rapide. Mais ça va prendre quand même quelques années. Elle ne peut, en dernière instance, je dirais, que se décomposer. Mais le temps que ça se décompose, ça va faire des ravages immenses, 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 condamnant nos sociétés à être incapables de se défendre sur d'autres registres. Donc, je pense que le wokisme... Puis, par ailleurs, quand je dis que ça ne peut que s'effondrer, oui, dans un siècle, ça sera terminé, cette histoire-là. D'ici là, cette idéologie, quand elle s'institutionnalise dans les catégories de l'État, dans la gestion de l'État, dans les programmes de financement, que ce soit en chimie, des programmes en médecine, des programmes en physique, c'est partout. Eh bien, je pense plus elle se radicalisera, plus elle s'imposera, il est possible qu'on ait une forme de... Pas pour rien que j'utilisais le langage totalitarisme. Il est possible qu'à travers ça se déploie un nouveau moment totalitaire, le moment 1793 du régime. C'est possible, il faut faire attention. Oui. Mais d'un moment, oui, mais le régime totalitaire peut très bien venir d'extrême gauche comme d'extrême droite. Bref, il faut faire attention aux différents mouvements, aux différentes dérives, oui. Mais tu peux pas dire, attention, regardez, il y a certaines dérives à gauche, donc la gauche, elle veut un régime totalitaire, ça n'a aucun sens. Enfin, une vision un peu plus complète que ça. De totalitarisme qui, pour le coup, serait qui peut durer longtemps. incarné dans une forme de terreur. Oui, une terreur d'une autre nature, une terreur de jeu. Je pense pas qu'on est destiné au goulag, mais une forme nouvelle de rééducation et ainsi de suite. Ça, c'est ma part pessimiste qui parle. Certains diraient apocalyptique. Mais je ne crois pas que ce soit apocalyptique. Je pense pas qu'on va revivre l'Union soviétique. Je pense que dans les paramètres de nos sociétés, il y a une forme de terreur douce, diraient certains, mais à tout le même, il y a une volonté de rééducation, de reconditionnement de la population, de contrôle des pensées autorités, de redéfinition du langage avec l'écriture inclusive pour rendre impossible la formulation de certaines idées. Non, moi je pense que la liberté et les libertés sont en péril. Donc non seulement l'identité, mais la liberté et les libertés sont en péril. Et ça, c'est pour ça que je reviens toujours, c'est mon obsession à la question du régime. C'est un régime qui se déploie, c'est un régime qui doit être combattu de ce point de vue, mais il se pourrait qu'il soit pénible pendant très longtemps. Je devine que dans un siècle, il y a quelque chose là-dedans qui se serait effondré tellement que ça tient pas, mais à horizon historique, à court et moyen terme, on pourra en baver. Mais in fine... Bref, on va en finir là-dessus, mais juste pour faire un petit peu synthèse, juste dire « Ah là là, si Toligi, je l'aime pas, ça va être un truc totalitaire. » Ouais, c'est un peu facile, oui, il y a des gros problèmes quand on voit dans certaines personnes qui parlent de wokisme, effectivement, quand ils parlent de théorie raciale, etc. Oui, il y a des problèmes, oui, mais ça ne définit pas que la gauche. Bref, il faut aussi se rendre compte, se remettre en question de aussi, peut-être qu'à droite, il y a aussi des problèmes. Donc bon. Donc voilà, navré, c'était sûrement une vidéo qui était plutôt longue, donc voilà, j'espère que ça a quand même un petit peu plu et je vous fais des bisous. Ciao.